Il y a quelques jours, on a appris la disparition d'Eugène Cernan. Son nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est le dernier des 12 hommes à avoir marché sur la Lune. C'était pendant la mission d'Apollo 17, en 1972 déjà. La Lune qui avait longtemps fasciné les hommes avant de se faire, on peut le dire, ravir la place par Mars, le nouvel objectif de la conquête spatiale aujourd'hui. Alors la Lune qui avait nourri la dure bataille entre l'Union soviétique et les USA pour être les premiers à y poser le pied, la Lune qui est l'objet d'une exposition en ce moment au Planétarium de Vaux-en-Velin près de Lyon. Bonjour Pierre Henriquet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le médiateur, vous êtes médiateur au Planétarium, parce que vous êtes peut-être plusieurs médiateurs. Nous sommes 4 médiateurs Voilà, au Planétarium. Il semblait aussi. Donc médiateur au Planétarium de Vaux-en-Velin. Alors j'ose dire la mode depuis quelques années, c'est vrai que c'est Mars. Alors pourquoi une exposition sur la Lune ? Parce que la Lune, c'est d'abord le rêve. Effectivement, ça véhicule énormément d'imaginaire. La Lune, c'est l'un des 2 grands lampadaires célestes, celui que l'homme regarde depuis qu'il est en mesure de se poser des questions. Et oui, il y a le Soleil et puis il y a la Lune dans laquelle se reflète le Soleil. Dans laquelle, ce qu'on ne savait pas au départ et ce qu'on sait maintenant, mais effectivement, voilà, le Soleil et la Lune, ce sont ces 2 grandes interrogations. D'où est-ce que ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est comme nous ? Est-ce que ça fait partie d'un autre monde ? Donc ça a véhiculé de tout temps énormément de choses. Et puis, comme vous le disiez, la Lune, c'est aussi, jusqu'à présent, le seul astre sur lequel l'homme a posé le pied. Oui, alors la Lune, seul satellite naturel de la Terre, il faut le rappeler quand même, à moins qu'on en ait un qui soit un peu caché, mais franchement, je vous donne tous les moyens de le savoir. C'est vrai qu'elle a toujours fasciné les hommes. On lui a prêté d'ailleurs beaucoup de pouvoirs, dont certains sont réels. Oui, tout à fait. La Lune a une influence sur la Terre, a de multiples influences. D'abord, de par sa gravité, la Lune crée le phénomène des marées. Le fait que 2 fois par jour, les océans se soulèvent et s'abaissent, mais la Terre aussi se soulève et s'abaisse très légèrement aussi. On pense que la Lune a aussi une petite influence, par exemple, elle ne déclenche pas des volcans, mais sur l'activité volcanique de certains volcans en activité, ça peut faire de petites variations. Et puis, la lumière de la Lune a aussi une influence sur le vivant, par exemple les coraux qui ne vont se reproduire qu'une fois par an, et ça se passera toujours quelques jours après la pleine Lune. Voilà. Et les climats également sont influencés par la Lune et les activités humaines. Donc, et de plus en plus les activités humaines, effectivement, et puis le rêve simplement, le fait d'être avec sa chérie sous la pleine Lune. Alors, on rappellera quand même que cette Lune, elle est à environ 380 000 km de la Terre. Thomas Pesquet, en ce moment, il est à 450 km. Là, c'est 380 000 km. Elle fait 3 474 km de diamètre. Est-ce qu'on sait comment elle est arrivée là ? Comment elle s'est formée ? Alors, pendant très longtemps, ça a été un long sujet de débat, effectivement. D'où vient la Lune et comment est-ce qu'elle est née ? Il fallait surtout s'accorder sur certains faits et qui n'étaient pas évidents à expliquer. D'abord, le fait que la Terre soit la seule planète rocheuse à posséder une grosse lune. Donc ça nous a indiqué que le phénomène devait être un peu particulier et peut-être rare. Le fait que la composition de la Lune est très proche de celle de la Terre, mais le fait que la Lune n'a pas de noyau, il y avait tout plein de données qu'il fallait unir en une seule théorie. Alors, actuellement, on pense avoir bien compris ce qui s'est passé. Et donc, la Lune, eh bien, elle se serait formée par accident, il y a un peu plus de 4 milliards d'années, lorsqu'une autre petite planète, grosse comme Mars, eh bien, serait venue percuter la Terre, une très très jeune Terre, qui à l'époque n'était qu'une grosse boule de magma en fusion. Et donc, le choc de ces 2 planètes extrêmement violents aurait propulsé dans l'espace une partie du manteau terrestre de cette planète qui aurait formé plus tard la Lune. Oui. Petite question comme ça du sadique qui est au fond de moi. Si un jour, cette Lune, elle quittait son orbite, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, effectivement, depuis qu'on a posé des instruments sur la Lune grâce aux missions Apollo, eh bien, on peut mesurer très précisément la distance de la Lune et on sait que la Lune s'éloigne d'un petit peu plus de 3 cm par an. Alors, on a le temps encore. Hein. Voilà, on a de la marge, mais ça reste faible, mais sensible. Donc la Lune, petit à petit, s'éloigne. Donc ça veut dire que dans quelques millions d'années, eh bien, la Lune sera plus petite que ce qu'elle est dans le ciel. Donc, par exemple, on n'aura plus jamais d'éclipse totale parce qu'elle sera trop petite pour masquer le Soleil. Avec des influences, évidemment, sur la Terre. Alors, 12 hommes ont marché sur la Lune grâce aux missions américaines qu'on est en train de voir, les missions Apollo. Alors, le premier, c'était Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Le dernier, on l'a dit, c'était en 1972. Au-delà du symbole, ça a vraiment permis de faire avancer la science.
Ou est-ce que c'était qu'une guéguerre entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique? Alors, pour être honnête, la conquête de la Lune, c'était extrêmement politique et politisé, mais on a essayé d'en profiter quand même pour faire un peu de science. Un petit peu. Un On a petit appris peu. des choses, Donc, il y a vraiment une soixantaine d'expériences scientifiques qui ont été posées sur la Lune et qui ont été faites et qui nous ont permis d'étudier justement la Lune, sa composition, son origine. On a étudié aussi les rayons solaires, on a étudié l'espace, mais aussi, et ça c'est très important, toute cette conquête de la Lune a permis de développer des technologies qu'on utilise maintenant dans la vie quotidienne. C'est à cette époque qu'on a développé l'informatique, qu'on a développé l'électronique et même qu'on a développé les vaisseaux spatiaux qui nous permettent maintenant d'aller sur l'ISS ou qui nous permettront dans quelques années d'aller sur Mars. Voilà, c'est un petit peu la même question qu'on pose par rapport aux courses automobiles. Effectivement, on se dit que c'est beaucoup de dépenses, mais finalement, ça sert au quotidien. Ça revient toujours dans la société, au quotidien, parfois sous des formes un peu insolites. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés, ces missions dans la Lune, en 72, je rappelle? Eh bien, justement, parce qu'à l'époque, la conquête de la Lune était extrêmement politique. Donc déjà, quand on a su qui était le premier à aller sur la Lune, déjà, cette question-là ne se posait plus. Intérêt. Voilà, en fait, il faut savoir que ça coûte énormément d'argent. La conquête lunaire, en tout cas le combat pour aller sur la Lune, eh bien, c'est d'un point de vue financier ce qui a favorisé la chute de l'URSS ensuite, parce que ça engloutissait des quantités colossales d'argent. Et puis, petit à petit aussi, le public s'en est désintéressé au bout de la 5e, 8e fois. Et quand les publics s'en désintéressent, les politiques s'y désintéressent. Et du coup, l'argent est petit à petit coupé. Et oui, alors Planétarium, vous avez voulu offrir un voyage dans la Lune à ceux qui visitent l'exposition. Alors, plusieurs façons. Déjà en découvrant des documents qui ont été réalisés durant l'émission Apollo. On en voit encore. C'est vrai que ça, déjà, ça éveille l'intérêt des gens, surtout pour les plus jeunes qui les ont jamais vus. Tout à fait. Il faut savoir effectivement qu'on a laissé des objets sur la Lune, différents, certains très insolites. On a refait cette fameuse expérience de la chute de la plume et du marteau. Donc, on s'aperçoit que dans le vide, uniquement soumis à la gravité, deux corps, même avec des masses différentes, tombent à la même vitesse. Mais on peut avoir des choses beaucoup plus insolites, comme une photo qui a été posée et laissée sur la Lune d'un des astronautes avec sa famille, ou alors des balles de golf, puisque lors des dernières missions martiennes, un astronaute est monté avec le club et les balles, et puis il n'avait plus assez d'oxygène pour aller récupérer les balles avant de repartir, donc il a laissé ses balles de golf sur la Lune. On peut découvrir l'odeur de la Lune. Je crois qu'il n'y avait pas d'odeur, dans l'espace, s'il n'y a pas d'atmosphère. Effectivement, sur la Lune, c'est le vide, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, quand on est sur la Lune, dans son scaphandre, on ne peut pas sentir l'odeur de la Lune. Par contre, la poussière lunaire va se déposer sur votre scaphandre. Et lorsque vous rentrez dans le vaisseau et que vous enlevez votre scaphandre, cette poussière, elle a une odeur. Et cette odeur, on l'a reconstituée au planétarium. Et donc, on peut venir sentir la Lune. Waouh, c'est fabuleux, ça, c'est fascinant. On peut aussi visiter une base lunaire futuriste. Alors pour les gens qui sont de ma génération, on a tous rêvé avec Cosmos 1999, on voyait une base lunaire. C'est un petit peu cet esprit-là que vous avez essayé de recréer? Alors qu'on a essayé de recréer... La base alpha, si je me souviens bien. Tout à fait, dans Cosmos 99, mais qui est recréé sur des bases réelles et réalistes, puisque les différentes agences spatiales mondiales, la NASA, l'Agence spatiale européenne et d'autres, envisagent très sérieusement de retourner sur la Lune et de reconstruire des bases. Donc on a par exemple en 2005 la NASA qui, elle, pensait plutôt aller au pôle sud de la Lune pour poser une base sur le bord d'un cratère lunaire. Et puis l'Agence spatiale européenne qui, elle, en 2013, a annoncé vouloir retourner sur la Lune, créer un village lunaire qui, lui, serait construit grâce à des imprimantes 3D robotisées. Waouh, c'est le futur dans le présent, ça, ou presque. On peut expérimenter aussi la marche sur la Lune avec le labo AstroJump. Et là, c'est assez sympa ce que vous avez fait, parce que c'est du bricolage, mais en fait, c'est génial. Effectivement, on veut permettre aux enfants de ressentir la même chose que les astronautes. Alors malheureusement, ça n'est que pour les enfants, à mon grand désespoir, parce que j'ai pas pu le tester non plus, je suis trop grand. Mais effectivement, les enfants peuvent venir dans ce dispositif, donc on va alléger leur poids et du coup les faire marcher pendant quelques minutes avec les mêmes sensations que celles des astronautes. Voilà, vous avez recréé cette sensation. On n'est pas obligé d'aller dans un parce que ça se fait dans les avions. Maintenant, on crée des, je sais pas comment on appelle ça. Dans les avions 0G, voilà, on peut carrément annuler, gravité. Créer ce qu'on appelle l'impesanteur, donc la sensation qu'on n'a plus aucun poids. Là, on va juste le réduire avec un dispositif de balance, de contrepoids, et on va réduire le poids de l'enfant exactement d'un facteur 6, puisque sur la Lune, on est 6 fois moins lourd que sur la Terre. Oui, c'est pour ça que si on reste longtemps, on va grossir. Deux petites questions encore. Est-ce qu'il y a une chance qu'on retourne sur la Lune un jour ?
Il y a, oui, des chances qu'on retourne sur la Lune. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec le responsable des missions habitées du CNES. On envisage très sérieusement d'y retourner pour 2 raisons. D'abord, pour continuer à l'étudier, parce qu'on a encore beaucoup de questions qui ne sont pas résolues. Et puis surtout, la Lune pourrait nous servir aussi d'abord de valider les technologies qui nous permettront ensuite d'aller sur Mars et puis de s'y préparer. Et dernière question, c'est Thomas Pesquet. La station internationale existe depuis longtemps. On ne sait plus, il y a eu tellement de spationautes qui s'y sont rendus qu'on en a oublié le nombre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce personnage est omniprésent, c'est un grand communicant. Ça, c'est vachement bien pour la science. Eh ben, la réponse est contenue dans la question. Effectivement, Thomas Pesquet est de cette nouvelle génération pour qui communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple, est quelque chose d'extrêmement naturel. Il y a toujours eu une grande politique de communication, mais pendant très longtemps, il fallait savoir où chercher les infos, alors que là, elles arrivent maintenant directement chez vous. Et Thomas Pesquet, outre le fait qu'il soit un astronaute hors pair, est en plus, effectivement, quelqu'un d'extrêmement doué pour faire partager cette passion. Voilà, ça en fait 2 avec Pierre Henriquet, que je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que vous viendrez souvent parce que la vulgarisation scientifique, c'est important aujourd'hui. Et puis d'avoir des gens qui savent bien parler et arriver à les comprendre, c'est un vrai plaisir. Je voudrais rappeler que cette exposition, elle est proposée jusqu'au 9 août et c'est au Planétarium de Vaux-en-Velin. C'est juste à côté de Lyon. Merci encore, Pierre Henriquet. Beaucoup moins loin que